Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Il y a encore des gens qui doivent venir nous rejoindre. C'est l'occasion de faire un peu les présentations des gens qu'on voit sur les vignettes. Du coup, moi, Françoise, les libraires n'ont pas tous vu encore, donc moi, François. Il y a Frédéric que vous avez avec sa chemise blanche. Olivier depuis San Francisco qui est l'auteur. Charlotte qui est au tripode. Et puis vont nous rejoindre Léa qui s'occupe aussi de la technique. Ah, un écouteur. Donc Léa va nous rejoindre bientôt, qui s'occupe de la technique, et Geoffrey que vous verrez se balader sur les écrans. Voilà. Bonjour Sandy, j'ai vu que tu étais arrivé. Alors, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est de couper les micros parce qu'il y aura un moment question par la suite. Et comme ça évite d'avoir trop d'interférences ou de bruit désagréable pendant la conversation. Et puis, ça évite les multiples coupures. Euh, donc, voilà, on attend encore quelques minutes qu'il y ait des personnes qui nous rejoignent avant de commencer. Du coup, j'avais, bah, voilà, ce dont on parlait, Olivier, c'est que toi, c'est un peu particulier. Ta journée commence par un Zoom, puisque tu nous rejoins, tu es à San Francisco pour l'instant. Comment ça se passe pour toi de vivre un peu comme ça, cette rentrée, tu es avec nous, et en même temps, là, c'est le matin, nous, on est sur la fin de journée. Tu vas bien? On se sent un peu décalé, mais oui, tout va bien. Ouais, ok. Et tu me disais la dernière fois au téléphone que c'était un peu particulier le contexte autour de San Francisco, là, entre le confinement, puis les récents événements. Ça s'est un peu calmé pour toi ou... Enfin, en tout cas, pour... Et les émeutes relatives à la Ouais, situation politique se sont bien calmées, en effet, depuis une semaine. Mais par contre, tout ce qui est relatif au coronavirus, on est dans un, dans un entre-deux. C'est un peu le flou artistique. d'accord, ok. Et ça On est dépend. toujours confiné, voilà. Toujours confiné? Bon. Ok, mais tu as toujours ton couvre-feu du soir? Non, ça c'est bon. Ok, bon. On est confiné la journée, mais le couvre-feu et la nuit est parti, donc on peut se balader la nuit. On est trop strict. Ok, bon bah écoute, on va pouvoir commencer parce que tout Allez-y. le monde est quasi là. Bonjour, bonjour, je sais pas qui nous a rejoint. De toute façon, c'est très simple pour démarrer. Je pense que le mieux c'est de donner la parole à Frédéric qui avait envie de dire un petit mot inaugural à tout le monde avant qu'on commence à converser. Oui, alors j'espère que le son est bon parce que je ne sais pas si c'est pour des raisons sanitaires ou techniques, mais on m'a exfiltré en dehors des bureaux pour pouvoir te parler et pas avoir de phénomène d'écho. Donc on va essayer de voyager dans le lit du Mistral. Alors je vois déjà qu'Olivier se marre. Il faut savoir qu'Olivier, quand on a voulu mettre son nom sur la couverture, ça fait objet d'un débat. Ce n'est pas forcément le garçon qui aime se mettre en avant, donc c'est un exercice pour lui qui va être à la fois inaugural et peut-être un peu curieux. Euh, euh, je crois qu'en temps normal, j'aurais présenté ce livre, par exemple, à une réunion de rentrée littéraire, un peu en éditeur joyeux, parce que c'est quand même extrêmement rare de recevoir un premier roman qui nous fait voyager autant. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, hein, puisque je ne sais pas combien de personnes en est, mais j'imagine que certains n'ont pas pu jeter encore un coup d'œil dessus. C'est une histoire extrêmement simple de deux voisins dans la Provence des Terres qui, après un soir d'orage, découvrent dans un mur de pierre éboulé des éclats de poterie. Et sans rentrer trop dans les détails, ils vont décider de mener une fouille archéologique clandestine pour essayer de comprendre. Et puis en essayant de préparer cette réunion, c'est une présentation sur le livre de cette manière où j'aurais essayé de montrer le talent de l'auteur sur à la fois, pour un premier roman, cette capacité à nous inscrire tout de suite dans une histoire, la richesse des dialogues, la richesse de l'imaginaire, parce que en fait, cette fouille va nous amener vraiment très très loin. Je me suis dit que ça allait pas. D'abord parce que ça m'aurait obligé à dire plein de choses positives sur Olivier et on aurait eu tout de suite des grosses grimaces. Et je me suis dit, pour commencer une prise de contact avec un auteur, c'est pas fabuleux.
Et ensuite, parce que je pense que j'aurais un peu triché en faisant ça, c'est-à-dire en prenant la distance de l'éditeur qui célèbre une parution du Tripode. Quand Olivier nous a envoyé ce manuscrit, c'était en octobre dernier. Et ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que son livre allait directement au cœur de ma vie. Voilà, parce que ce territoire de la Provence qu'il fait, je ne sais pas si on doit dire renaître ou naître, mais qui en fait a des années-lumière des clichés qu'on a ou des images d'Épinal sur ce lieu, en fait, c'est aussi le territoire de ma mère. Ça a été le territoire de mon maître qui a été Jean-Jacques Pauvert. Et ça a été aussi le territoire des plus belles rencontres. L'une des plus belles rencontres. Le déodorant, c'était pas la peine. L'une des plus belles rencontres que j'ai faites dans l'édition, qui était un écrivain qui s'appelait Jean-Paul Kléber. Si on peut couper les micros en même temps, parce que sinon on a des échos qui sont un peu perturbants. Voilà, Jean-Paul Kléber, c'était un vagabond qui avait découvert le Luberon dans les années 50. Un vagabond doué quand même. Il avait failli avoir le Goncourt en 52 avec un livre qui s'appelait Paris insolite. Et il avait découvert un village qui s'appelle Opède, donc sur le versant nord de la montagne. Et il était tombé tellement amoureux du lieu qu'il y a passé 60 ans, qu'il est devenu un historien de la Provence. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie. Et on a passé une nuit à parler de cette Provence qui ne ressemble pas du tout aux clichés qu'on a, encore une fois, sur cette Provence. Et bref, entre la gouaille de ma mère, l'amour qu'avait Pauvert à travers Sade aussi sur cette région et les paroles de Kléber qui étaient très ancrées dans ma tête, c'était un peu bouleversant de voir qu'un homme, il est tout jeune, hein, vous le voyez sur l'écran, Olivier, je dirais presque que c'est un gamin, mais c'est à la fois un sage qui a su faire renaître ce pays. Et donc, ce que je voudrais proposer à Olivier, c'est que je jure de minorer les compliments et les louanges sur son écriture, mais qu'on arrive avec lui à faire ce voyage en Provence le temps de cette rencontre et qui nous explique un peu en fait comment ce pays existe, parce que quand je parle de la Provence et du Luberon avec lui, la plus belle vertu de ce texte, c'est de nous montrer qu'un territoire, c'est à la fois un espace géographique, aussi une langue et une histoire, une mémoire, des racines. Est-ce que tu pourrais tout simplement, pour ouvrir cette rencontre, Olivier, nous expliquer c'est quoi ton lien à la Provence? Mon lien à la Provence est un lien très fort parce que j'y suis né, j'y ai grandi. Toute ma famille est originaire de là-bas. Et donc c'est un lien, on va dire, quasi physique, quoi. Parce que lorsque je regarde le Luberon, lorsque je vois le Luberon, lorsqu'il est devant mes yeux, j'ai vraiment l'impression d'être à la maison. Et lorsque je le regarde, lorsque je le vois, que je l'entends, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'odeurs qui font surface. Et c'est vrai que tu disais que le Luberon, c'est un peu carte postale, ce qui est vrai, en effet, c'est des champs de lavande, c'est une vraie beauté de la région, mais il y a aussi tous les gens qui y sont et qui font vivre ce terroir, ce territoire au jour le jour. Et là-dedans, il y a des légendes, il y a des expressions, il y a un langage, des mots qui leur sont propres. Et quelque part, dans le contexte actuel, lorsqu'on regarde les 2-3 dernières années, c'était un contexte assez dur quand même. Un contexte il y a des centrales atomiques qui explosent au Japon, des virus qui apparaissent, des situations politiques assez agressives. Et le matin, je me levais et je prenais mon téléphone et je me disais, mais qu'est-ce que je vais encore me prendre dans la gueule? Qu'est-ce qu'on va recevoir? Et j'ai eu envie d'ouvrir un peu une parenthèse sur le monde dans lequel j'avais grandi, qui était un monde un peu merveilleux, un monde un peu halluciné, et de raconter, de saisir un conte de fées,
une fable dans laquelle on pouvait plonger et se remémorer, revivre toute cette histoire, ces histoires, ces légendes aussi. Et moi qui suis pour le coup un nordiste pur et dur, et donc c'était une vraie découverte ce Luberon, tu vois. C'est la question que je me suis posée, c'est un peu celle que Guillaume, qui est libraire à Bayeux, se posait aussi, c'est toutes ces fables, ces légendes que tu convoques au fur et à mesure du livre. Est-ce que c'est des choses qui sont des traditions que tu entends depuis tout petit? Est-ce que c'est le fruit de recherche? Est-ce que c'est des inventions? Qu'est-ce que, sans savoir ce qui est du vrai du faux, mais tu vois, qu'est-ce qui est en toi depuis si longtemps, ou qu'est-ce que tu as complètement inventé? Dans chacune des légendes, comme dit la sagesse populaire, il y a un fond de vérité, quoi. Donc, ça, c'est le point de départ. En effet, il y a beaucoup de légendes et de faits historiques. Quand vous grandissez là-bas, quand même, ça fait partie de votre quotidien, quoi. La chèvre d'or, c'est une institution en Provence, tu vois. Lorsque vous perdez quelque chose de précieux, ou simplement la monnaie du pain, votre grand-mère qui vous dit bon, bah, du coup, tu l'as perdue, maintenant elle est dans la grotte de la chèvre d'or. Donc, ça, c'est des vérités établies. On est de là-bas. Et puis, donc j'avais vraiment envie de rendre hommage, de faire revivre ces légendes, et en les saupoudrant de faits historiques, d'éléments établis dans la région. Et donc, forcément, en écrivant, j'ai fait mon bon écolier, j'ai cherché, et je me suis rendu compte que finalement, je ne savais pas tant de choses que ça sur ma région, ou en tout cas qu'il y avait énormément de choses dont je ne supposais pas l'existence. Donc, je pense notamment en termes d'archéologie, de ce qui a pu être découvert dans la région. Et j'ai énormément appris. Et vraiment, il y avait des fois, je lisais les bouquins, je regardais sur Internet, je me disais, oh, Lyon, j'y suis passé 30 fois devant, et jamais j'aurais supposé qu'on avait découvert ça en 1950. Jamais j'aurais imaginé qu'ils avaient fait des fouilles là, etc. D'accord. Du coup, pour peut-être qu'on se représente bien, ce livre, c'est vraiment une géographie, et il y a un plan qui est dans le livre qui illustre bien ça. Toi, Frédéric, c'est peut-être un endroit que tu connaissais davantage, j'imagine, à la réception du manuscrit, puisque tu as quand même grandi dans cette région. Je ne sais pas quel a été, toi, ton sentiment à la réception de tout ça, et de ces lieux qui sont convoqués. C'est très étonnant ce qu'arrive à faire Olivier, parce que, pour le dire synthétiquement, quand j'évoque la figure de ma mère, c'est une femme qui grandit quasiment dans un bidonville, près de la Joliette, donc le quartier le plus populaire de Marseille, qui arrête l'école à 11 ans, qui a pour seule lecture Télé 7 jours, encore aujourd'hui, et qui en même temps, et je le vois depuis l'enfance, et dans son oralité, dans le génie de sa langue, porte quelque chose qui vient de très loin. Et j'ai compris plein de choses à travers le livre d'Olivier. Jusqu'à des expressions comme ça remonte à l'Ampèbre. J'ai entendu toute mon enfance, je ne savais pas d'où ça venait, et tout d'un coup, déjà en lisant le livre d'Olivier, je vois comment s'écrit l'expression, parce que moi j'écrivais ça en un seul mot, tout bêtement. Et il arrive à articuler ce savoir-là avec le savoir le plus érudit, qui était celui de Jean-Paul Kléber, donc, que j'évoquais aussi tout à l'heure, qui a été un historien de la Provence. Il habitait une tour de garde d'Oppède. Donc Oppède, il faut s'imaginer, hein, la plaine au blé du Luberon, c'est un paysage fantastique, et donc c'était un lieu stratégique, et il y avait donc des villages fortifiés qui étaient sur les hauteurs, et il s'était installé dans un village en ruine, parce que c'était les années 50, donc l'époque de la désertification des campagnes, et il avait investi toute la tour, et il y avait mis sa bibliothèque, et donc il avait des centaines d'ouvrages, et quand on lit le livre d'Olivier, tout est vitrifié quasiment, comme ça a été mis sous haute pression et haute température, pour se fondre dans une seule histoire où tu apprends plein de choses, et en même temps, si tu connais rien de cette histoire, il n'y a aucun problème. Voilà.
Et là, je parle en tant qu'éditeur, c'est très troublant d'imaginer qu'un écrivain puisse réussir avec ce niveau de simplicité à t'apporter tout ça quand il s'agit d'un premier roman. Par exemple, pour les libraires qui ont l'habitude de découvrir des premiers romans, on sent ce qui relève de l'éclat de l'innocence. La puissance du texte va souvent avec parfois certaines formes de naïveté. Chez Olivier, tout était posé. Vous voyez, je disais que le texte est arrivé en octobre. On a eu quelques éléments d'échange sur de la décantation, mais tout était là en fait. Il y avait presque un trop-plein parce qu'il aime tellement ce pays, il a voulu tellement lui rendre hommage que parfois il avait peur de ne pas être à la hauteur de la beauté de ces gens. Autour de ce couple de voisins va s'articuler en fait des familles, que ce soit pour le paysan du coin. Donc l'un des deux voisins est un vieux paysan un peu bourru qui s'appelle Monsieur Stekaya, et on va voir surgir sa femme. Pour le narrateur qui est un peu plus jeune, qui pourrait être un avatar d'Olivier Macbouchard, j'ai dit ça mais j'ai rien dit, hein. On voit apparaître une sœur, une compagne, donc des personnages extrêmement différents, tous dans une singularité assez forte et en même temps sans ostentation. Ne vous attendez pas à trouver dans ce livre des super-héros. Il y a quelque chose de la lenteur dans ce livre, même qui est même réjouissant. Olivier, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion de lenteur, parce que tu parlais du chaos du monde dans lequel tu sentais vivre ces 3 dernières années. Pour moi, une des forces du livre, c'est tout d'un coup d'arrêter cette accélération permanente dans laquelle on vit et de montrer à travers la réalité de ce lieu que quand bien même on peut être pris dans le tourbillon du quotidien, il y a des choses beaucoup plus souterraines qui travaillent et qui nous ramènent même jusqu'à la nuit des temps. L'ouverture du roman, sans rien trop dévoiler du roman, on arrive aux origines du monde quand même. Et moi, mon sentiment quand j'ai lu ce livre, c'est que ces gens de rien comme ma mère vivent avec cette conscience-là, vivent avec ce sentiment d'appartenance aux Ligures. Marseille, en plus, est une ville grecque, donc c'est la première ville de France. Historiquement, elle a été créée 600 ans avant Jésus-Christ. Cette femme qui n'a jamais fait d'études porte dans sa langue ce savoir-là, et je dirais même cette sagesse. Olivier parlait de sagesse populaire. Ce qu'il orchestre dans ce livre-là est vraiment la défense et illustration de cette forme de savoir. Comment as-tu fait en termes d'érudition, Olivier, pour te documenter? Parce qu'il y a certaines choses que je ne connaissais absolument pas. Quand j'ai recherché sur le net, au bout d'1 heure de recherche, j'arrivais péniblement à trouver un article sur une revue scientifique. Est-ce que tu t'es créé une bibliothèque à la Kléber avec des magazines scientifiques rarissimes? Comment tu as construit ton roman? Mais en termes de construction, d'accord, en effet, il y a le savoir académique, archéologique, mais avant de ça, il y a juste les gens du coin et comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils le disent, pourquoi ils le disent. Et là-dessus, j'ai juste à brancher le magnéto ou à me rappeler comment ma famille, mes amis s'expriment. C'était savoir c'est absolument unique. Et des fois, j'écoutais parler ma mère, je dis, celle-là, cette expression, poum, elle y est. Je l'enregistre, une petite étoile. J'étais vraiment content de l'avoir inclus dans le texte. Et après, pour le savoir géographique, historique, j'ai toujours été fasciné par l'histoire, donc forcément quand c'est là-bas, il y a votre père qui vous dit ça, ce pont il a été construit par les Romains, on l'a découvert juste après la guerre lorsqu'on a construit la route, etc. Donc dans votre tête, ça. Et puis après on a des soucis un petit peu de micro, Olivier. Je reprends, j'en profite pour reprendre un peu la parole, et je vois que Phileas est là, donc Sophie qui a signé cette superbe couve avec ce chat un peu, voilà, je disais indolent, nonchalant, qui se balade, et cette montagne. Alors là, on le voit pas bien, mais
qui sort très orange en fait sur la couverture du livre. Voilà, je disais à Sophie tout à l'heure comment elle m'a impressionné beaucoup. Si Sophie, tu peux en quelques mots, nous donner toi tes impressions à la lecture et qu'est-ce que ça t'a évoqué cette couverture, ou du moins si Frédéric aussi peut nous donner son sentiment et pourquoi en fait c'est à partir de cette image-là que s'est construit le livre en fait. Je ne sais pas si du coup Sophie est avec nous. Alors, vous m'entendez? Ouais, bon. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Désolée, alors je vous appelle d'Ardèche, donc ça capte pas très bien. Et bonjour Frédéric, bonjour François, bonjour Olivier et bonjour tout le monde. En fait, je disais juste Sophie, c'est Ouais. comment cette image t'est venue à la lecture du livre? Oui, j'ai entendu. Alors ça coupe un peu, donc je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Moi, je suis née en Provence, alors ça a été une sorte d'évidence. Je ne savais pas que Frédéric aussi avait des origines du Sud. Moi, je suis née sur la côte entre Toulon et Marseille. Et j'ai eu un plaisir très fort à lire ce livre. J'ai été émue à toutes les phrases parce que je retrouve le parler de chez moi. J'y retrouve les histoires. J'ai bien sûr le vent, le feu. Pour nous, c'était très important. Les sources, la pierre. Enfin, il y a tellement de choses qui sont des impressions très fortes quand on parle d'une terre natale. Et donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et donc, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de le lire. Et l'image, j'essaie de la concevoir un peu comme une graphiste parce que je suis graphiste aussi. Donc, c'est plutôt la synthèse pour moi de ce que sont les ocres. Parce que bon, pour moi, le Luberon, c'est vraiment les ocres. J'ai ce souvenir-là. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, si je peux ajouter un petit détail pour expliquer le contexte de la couverture. En fait, chaque année, la maison d'édition travaille sur un livre de manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle propose chaque année à 20 artistes de lire le même ouvrage et de donner chacun sa vision du livre à travers une image. C'est des artistes sérigraphes, donc chacun conçoit une image et après l'imprime. Et c'est quelque chose qui importe beaucoup pour nous parce que c'est une manière de dire qu'aussi la littérature, c'est quelque chose de très ouvert et chaque année, ça ne manque pas. On a autant de visions du livre que d'artistes. Voilà. Et après, en accord avec l'auteur, en fait, c'est l'auteur qui choisit, on lui présente le travail des artistes et c'est lui qui choisit l'image avec laquelle il se reconnaît le plus ou il reconnaît le plus son ouvrage. Donc peut-être qu'Olivier, tu peux nous dire les raisons qui t'ont porté vers le choix de la couverture de Sophie, alias Phileas Dog. Je précise qu'en tant qu'artiste, c'est Phileas qui est avec nous. Je tiens à dire merci à... je ne vous entends plus. Ce sera un merci silencieux alors. Merci parce que en fait, quand j'ai tout le long de l'écriture du manuscrit, j'avais cette question dans ma tête. C'est mon premier roman. La première question, c'était bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Parce que c'est quand même un marathon. Et il y avait aussi cette autre question, à quoi ça va ressembler quand ce sera fini, en termes d'histoire, en termes de couverture, aussi en termes d'objets. Et donc, il y avait toutes ces questions, et puis je me disais, il faudrait qu'il y ait un chat, parce que c'est un élément, un caractère principal de l'histoire, quelle influence, je me posais beaucoup de questions. Alors, je l'imaginais en faisant des croquis, comment est-ce que ça pourrait être. C'est une des raisons pour laquelle j'ai envoyé mon manuscrit aux éditions du Tripod, parce que à chaque fois, je trouve que
les couvertures des tripodes sont vraiment magnifiques. C'est pour ça que je leur ai envoyé le manuscrit. Et donc, dans ce contexte-là, Frédéric m'a montré les premiers retours des artistes. Hein. J'étais vraiment très, très anxieux, hein, parce que je voulais vraiment une couverture dans laquelle qui allait résonner avec le texte. Et, et on en a vu une, on en a vu deux, et puis on a vu le projet de Fear as Dog, et tout de suite, ça a tilté du premier coup, parce que, la couverture est magnifique. Et tous les gens, c'est incroyable, hein, tous les gens à qui je l'ai montré m'ont dit elle est magnifique. Et mon père m'a dit, s'ils ne l'achèteront pas pour ce qu'il y a dans le roman, au moins ils l'achèteront pour la couverture. Donc, bon, c'est une question que j'allais te poser un peu avant la réception des lecteurs. Quel a été le sentiment de ta famille? Parce que, comme tu le dis, c'est une culture dans laquelle tu es pétri, tu es tombé dedans étant tout petit, quoi. Et voilà, d'avoir ce livre, est-ce que tu as eu des réactions, des commentaires? C'est quoi le sentiment dans le Luberon là en ce moment? Donc lorsque je l'ai fini, je l'ai fait le Word à mes parents et à ma famille comme un cadeau de Noël. Et c'était l'incrédulité. Les rires des frères, ils m'ont dit oh, tu nous as acheté un livre sur Word. J'ai dit non, non, il y a mon nom dessus. Donc ils m'ont dit toi, tu as écrit un livre. Et, et ma mère a levé les yeux au ciel en disant je le savais. Quoi. Je savais qu'il était en train d'écrire quelque chose parce que je posais beaucoup de questions en me cachant. Quoi. Je disais papa, quand ils ont construit la route, t'es sûr qu'ils avaient trouvé le pont ou c'est après qu'ils l'ont trouvé? Comment ça s'est passé? Et donc tout s'est expliqué. Voilà pourquoi Olivier posait des questions bizarres depuis 2 ans. Et, et lorsqu'ils l'ont lu, ça les a beaucoup touchés. Ouais, Olivier, je suis obligé de t'interrompre parce que quand tu dis lorsqu'ils l'ont lu, si j'ai bien compris, il y en a un qui l'a plutôt entendu. Mon père avait des problèmes d'yeux, hein. Il avait la cataracte, donc il ne pouvait pas le lire, malheureusement. Bon, du coup, je l'ai lu en MP3 et je lui ai envoyé chaque jour un chapitre. Et donc, ça a pris pas mal de temps quand même. Hein. Et chaque jour, il écoutait un chapitre, et chaque jour, je lui envoyais un nouveau. Et à la fin, lorsque je lui ai envoyé l'épilogue, la clé de voûte de tout le roman, la dernière ligne, où je m'attendais quand même à un bravo, des félicitations, etc. Et j'ai reçu un email de mon père qui me disait ouf, c'est fini. Alors, c'est un compliment en soi, mais on a plusieurs questions qui viennent de tomber. Alors, je fais la première qui est, et là, Frédéric, tu pourras aussi donner tes éclairages, mais c'était sur le choix du titre, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs pistes abordées. Et donc pourquoi ce dit du Mistral qui revient souvent? J'avais désactivé le micro, pardon. Je ne sais pas, Olivier, tu veux raconter l'histoire? Comment on fait sur le titre? Oui, je commence et tu finis si tu veux. Va bene. J'avais proposé un titre provisoire qui va rester confidentiel pour le moment et qui était qui me touchait, qui était très poétique, je trouvais. Mais en discutant avec Frédéric et en reprenant le texte, dans ce titre provisoire, il était très beau, très poétique, mais il manquait une accroche au territoire. Quand vous voyez le titre, et ça pouvait très bien se passer en Martinique ou en Charente, il manquait cette accroche. Et Frédéric m'a fait une proposition et
et ce qui m'a tapé dans l'œil, c'était qu'il y avait Mistral, et que donc forcément, on calcule tout de suite, quoi. Et puis après, il y avait Muddy, qui a une référence quand même au Moyen-Âge, et parle régional. Et ça m'a plu. Et toi, Frédéric, ta version? Bah, elle est convergente forcément, mais si j'étais taquin, je dirais bon, d'abord, il faut expliquer qu'un titre, c'est souvent un outil de travail aussi pour une maison d'édition. Avant d'expliquer le pourquoi, le contexte général, c'est que c'est tellement compliqué de faire entendre un texte, a fortiori sur un premier roman, que 90% des fois, les gens vont retenir que le titre. Et si le titre ne vous aide pas à apporter le discours qu'on va développer avec tous les gens qu'on va rencontrer, ça nous complique la tâche. Voilà. Et donc, la première chose que je disais à Olivier, c'est ce qu'il a un peu exprimé, il fallait un titre qui puisse à la fois marquer l'ancrage régional, qui ait une certaine simplicité comme l'avait son texte, et qui en même temps donne un petit clin d'œil à ceux qui ont une certaine culture littéraire sur son niveau d'érudition. Ouais, et puis, il se trouve que j'adore le dit du Genji. Et par télescopage, je me suis dit, mais dit du Mistral, pourquoi pas? Et quand je lui ai proposé ce titre, j'avais la conviction que ça serait un bon titre parce que tout simplement, ça serait un titre que ma mère comprendrait, par exemple. Voilà. En fait, je pense que le titre, si je devais dire simplement sa justification, j'avais envie d'un livre dont le titre ne fasse pas peur à ma mère. Parce que ça aurait été dommage, voilà, de faire écran sur un texte qui est aussi généreux. Parce que je suis convaincu qu'une personne qui achète qu'un livre par an peut acheter ce livre-là et va vivre une belle expérience, que de le réserver à des personnes certes sensibles à la poésie, mais qui excluraient par contre d'autres types de lecteurs. Alors, il y a d'autres questions qui reviennent assez souvent, c'est sur les références littéraires, parce qu'en fait, ton livre est quand même, les chapitres démarrent par les références soit d'auteurs, soit de proverbes. Est-ce que justement, est-ce que toi, les auteurs provençaux, quelles sont toi tes sources, si ce n'est d'inspiration, au moins, est-ce que tu as eu besoin de te replonger dans du Bosco, dans du Giono, ou justement tu as voulu les mettre loin de toi pour te créer ton propre univers, entre guillemets? Ah non, tous les jours, quoi, parce que en ayant grandi là-bas, vous, vous regardez la montagne, vous ressentez quelque chose en vous, et puis forcément, ça éveille une curiosité, une envie d'en savoir plus, quoi. Et forcément, vous allez un peu à la bibliothèque municipale, au CDI du collège, et vous voyez qu'il y a des très grandes personnes qui sont passées avant vous et qui ont trouvé des mots, qui ont su trouver des mots pour décrire ce que vous avez sous les yeux, quoi. Et vous le lisez, vous le découvrez, et puis vous dites, mais c'est exactement ça, quoi. Je le revis, et moi qui suis à distance, et il y a deux manières de relire ça. Et vous fermez les yeux et puis vous vous rappelez tout ce que vous avez vécu, vous arrivez à le recréer, ou alors vous ouvrez un livre de Junot, de Bosco, et vous avez qu'à lire, et tout est écrit. Toi, l'une de tes motivations qui a été d'écrire là-dessus, c'était de recréer ton univers, celui que tu as connu, en fait. Oui. C'est vraiment d'ouvrir une parenthèse enchantée, un conte de fées, une fable sur la vie, avec des personnages réels, ancrés dans le quotidien, et des personnages un peu métaphysiques. C'est des éléments physiques, quoi, la montagne, le vent, la source, quoi, qui sont, enfin, on parlait d'intemporalité plus récemment dans la conversation, il y a un double temps, quoi. C'est des choses qui ont été toujours là et qui seront toujours là. Et quelle que soit la difficulté dans laquelle on vit, les affres du monde contemporain, il
il y a un moment hors du temps qui existe, et c'est ce moment hors du temps que j'ai essayé de toucher, quoi. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir une parenthèse enchantée, un conte de fées, et de dire au lecteur et un peu à moi-même, ben, assieds-toi, écoute, et regardons la beauté du monde, la beauté de ce monde-là, en tout cas. Et faisons-le. Non, non, pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, une chose que je n'ai pas précisée, par exemple, quand j'ai lu ce texte, j'ai repensé à une des plus belles pages de Sade, qui est dans son testament, et qui explique, donc il était provençal et il a grandi notamment dans un château qui était à Lacoste. Et dans son testament, il explique que finalement, son seul souhait, c'est d'être enterré dans les jardins de son château et qu'on y jette par-dessus quelques glands pour que poussent les arbres par-dessus. Oui, c'est vraiment intermagnétique. Je ne sais pas si toi, tu voudrais être enterré là-bas avec un chêne qui pousse sur ton cadavre, mais on sent cet amour du pays quand même chez toi. Cette force, je parlais des forces des origines, ton roman s'ouvre et se termine quand même sur une dimension quasiment cosmique. Et c'est vrai qu'on a l'impression que pour toi, ce lieu est quasiment un omphalos, enfin comment dire, un lieu où toutes les choses fondamentales de l'existence se jouent. On parlait de l'ancrage qui est très fort, mais c'est pour ça que Frédéric, tu as voulu mettre ce plan aussi, cette carte dans les rabats, plus pour nous repérer nous, parce que bon, le plan est pas, voilà, là on l'a sous les yeux, donc en fait il y a cette rivière qui inaugure le livre, puis qui traverse en fait tout le roman et tout le Luberon. Vous pouvez peut-être un peu en parler du Calavon. Déjà de manière très simple, il faut remarquer que très souvent les plus grands romans de la littérature s'inscrivent dans un territoire. Je veux dire, Ulysse, Joyce, sans Dublin, on a la chance par exemple de publier les œuvres complètes de Juan José Saer. C'est un écrivain qui a inscrit toute son œuvre dans une ville qui a l'air très presque provinciale, qui s'appelle Santa Fe, et qui devient le centre du monde. Ali Zamir, qui est un autre auteur qui est comme toi, Olivier, en prise directe avec la culture populaire de son monde, qui sont les Comores, transforme ça en fable universelle. Et j'avais envie, pour ce roman, qu'on sente cette matérialité-là, cet ancrage. On ne peut pas monter très haut si on n'a pas des racines profondes. Et quand on voit cette carte qui a été dessinée par un autre artiste à partir d'un croquis d'Olivier, voilà, on sent que c'est une fantaisie, mais au plus beau sens du terme. C'est-à-dire que c'est une vision du monde qui ne part pas d'une chimère et d'un fantasme de « je voudrais devenir écrivain ». Quasiment tous les manuscrits que reçoit une maison d'édition ne sont habités que par la prétention ou par le fantasme de l'écriture et non pas le besoin de dire un lieu. Et c'était tellement réjouissant d'avoir... Olivier pourrait peut-être l'expliquer d'ailleurs, dans son premier courrier, il me disait « Écoutez, j'ai peur que ce manuscrit soit trop intello pour les provinciaux et trop terroir pour les Parisiens. Donc, comme il a sa place nulle part, peut-être qu'il aurait une place chez vous. » Et c'était le plus beau compliment qu'il pouvait faire à la maison d'édition. Voilà la carte. Pourquoi ? Pour rebondir sur ce que dit Frédéric, quand j'ai commencé le texte, j'avais envie de construire un entre-deux. C'est-à-dire, j'ai utilisé l'expression conte de fées, mais je voulais vraiment partir du réel, d'un état des lieux possible, concret, avec un ancrage, et de lentement dériver vers le mythe, la fable, l'universalité. Et c'est pour ça que je pense que le fait que dans les rabats du livre, il y ait cette carte, on dit tout de suite, bon ben, voilà le décor est planté, voilà où ça se passe, et puis après, ben, laissons-nous dériver progressivement, lentement. Oui, et puis en t'écoutant, une chose que je n'ai pas précisée, c'est que le roman est quand même en partie fantastique, il nous amène très loin dans l'imaginaire, et c'était un moyen assez simple et jubilatoire de dire non mais attendez, tout ça existe en fait.
Parce que vous voyez, là, sur la carte, on voit le pré des sorcières, on voit le rocher des druides. Toutes ces choses qui nous font rêver, elles sont inscrites dans des lieux physiques aussi. Et justement, quand vous parliez du manuscrit, il y a plusieurs questions dessus. Moi, il y a un mot qui m'est venu quand j'ai lu la première fois, c'était un peu le terme de… Enfin, c'est généreux, c'est un roman généreux. Et il y a cette générosité qui traverse tout le roman. Et plusieurs personnes nous demandent comment ça s'est passé, vous, votre travail, entre toi, Frédéric, et Olivier, pour garder cette dimension-là, mais sans non plus… on ne peut pas, sans pouvoir tout embrasser, ou peut-être justement avec cette volonté de tout faire et peut-être mal faire. Est-ce qu'il y a eu des achoppements ou je ne pense pas, mais… Je dirais pas un achoppement, je dirais un affinement, comme le fromage. C'est-à-dire que j'ai proposé mon texte à Frédéric. Il m'a dit j'accroche, mais le texte est très riche, quoi. Voire trop riche, quoi. Il est riche comme les 13 desserts de Noël. Exactement, voilà. Et pour les 13 desserts de Noël, il faut garder un petit peu de place. Je proteste parce que c'était pas un problème de richesse. Je voudrais pas passer pour le barbare qui a privé les gens de plaisir. C'est que pour moi, c'était la seule manifestation de l'apprentissage que faisait Olivier à travers ce texte. C'est que, comme souvent dans un premier roman, Olivier avait ce tout petit défaut d'avoir peur de ne pas être assez explicite ou de ne pas s'être fait comprendre. Donc, il avait parfois tendance à expliquer ce qu'on était en train de vivre, alors que là, je fais le pari, tous les gens qui sont en train d'écouter notre échange savent bien que le délice de la littérature se situe dans les interstices, c'est-à-dire dans les vides que ménage un écrivain et qu'on comble avec son imaginaire. Voilà. Donc, la seule règle qui a dicté nos échanges pour moi, c'était la confiance qu'il devait faire à son texte. Et donc, de lui dire, là, tu n'as pas besoin d'expliquer. Les gens vont comprendre. Et il y a des tout petits détails. François parle de ce dîner de Noël. Quand Madame Sekaya, par exemple, qui est donc la femme du paysan bourru, dit qu'elle ne veut pas boire et qu'elle met son petit doigt comme ça sur le verre pour dire non, 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 juste une larme, mais qu'elle incline juste le doigt comme il faut pour qu'en fait, on lui remplisse un rabord. Tu as là un portrait d'elle qui est 1000 fois plus parlant que toutes les analyses psychologiques qu'Olivier n'a pas faites, mais qu'il aurait pu faire. Voilà. Et la ligne de crête qu'on a tenue, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on pensait on pouvait tendre la corde et ménager des blancs dans lequel allait s'engouffrer le lecteur, on le faisait. Non, mais c'est cool de parler. Mais écoutez, moi, je pense que justement, maintenant, sans trop dévoiler après l'intrigue, c'est difficile de dire quelque chose qui ne soit pas de trop pour ceux qui ont encore envie de le découvrir et de se plonger dedans. Il y a peut-être quelque chose à ajouter qui serait Est-ce que toi, tu es parti sur, déjà depuis, Olivier, quelque chose d'autre, une autre envie d'écriture, ou pour l'instant, tu profites de ce qui se passe là en ce moment? Non, j'ai redémarré. Depuis les derniers échanges sur le lit du Mistral, j'avais une autre idée qui me tenait à cœur. Hein, et je suis reparti sur une nouvelle lancée. Sur un sujet complètement différent. Ok. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Si Frédéric, arrête-moi si tu as quelque chose à dire, un petit mot de la fin peut-être à tout le monde qui sont encore là. Non, comme d'habitude, j'ai trop parlé, mais vous l'aurez compris, j'ai une mère italienne, donc moi aussi, je fais avec ce que j'ai eu dans ma vie. Moi, je voudrais quand même remercier Olivier. Voilà, tu parlais de générosité dans le texte. On a fait une toute petite vidéo, peut-être que Léa pourra la remettre en lien pour ceux qui veulent la voir, ou parce qu'on a eu un virus qui a un peu traîné et qui nous a obligés à faire une vidéo pour présenter le livre
à nos représentants qui allaient le présenter à leur tour en librairie. Donc, on a été amené à dire un peu synthétiquement ce qu'on pensait du livre. Et moi, je parlais de l'admiration que j'avais pour Olivier parce que cette manière de se mettre en retrait pour dire à quel point un peuple, une région est belle, je trouve que c'est d'un niveau de maturité, d'élégance voilà, il a la classe, hein, il faut le dire. Voilà, j'ai dit que je retiendrai jusqu'à la fin les compliments, mais pour moi, publier un auteur, c'est pas publier un texte, c'est-à-dire que tu rencontres une vie, tu apprends de son expérience, et Olivier, c'est quand même une sacrée leçon de vie. Voilà. C'est dit. Bon, voilà. Est-ce que si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Mais bon, je pense il y a déjà pas mal d'infos qui ont bougé. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir aussi été disciplinés avec les micros et tout, parce qu'on est un petit nombre quand même. Donc, merci pour votre attention. Et puis à très, très vite. Maintenant, il n'y a plus qu'à. À bientôt. Bravo, merci, c'était passionnant. À bientôt. Merci à bientôt.